3, 2, 1... Salut à tous, la forme aujourd'hui, moi je dois le dire, je manque de sommeil. Team cerne un peu, justement à cause de lui, le League Pass, vas-y, ramène-toi. Et ouais, t'en as pas marre de ruiner mes nuits depuis maintenant plus de 15 ans, regarde l'état dans lequel je suis. J'avoue que c'est de ma faute, mais faut me comprendre aussi, tu me fais passer de trop bons moments, j'arrive pas à me passer de toi. Ben ouais, rien que ces derniers jours, hein, je regrette jamais été trop quali, mon petit League Pass. Mais vas-y, c'est l'heure, présente-toi à la communauté pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors salut, moi je suis le League Pass. Pour faire simple, je suis juste l'outil ultime du fan de basket. Vous allez me dire que je me la pète, hein, mais un vrai fan NBA ne peut absolument pas faire sans moi, vu que je diffuse tous les matchs, absolument tous, de toutes les équipes, pendant toute la saison. Disposer des chaînes payantes sur la télé, c'est bien, mais ça ne suffit clairement pas, vu que ce n'est pas toi qui choisiras les matchs que tu regarderas. En m'utilisant, tu pourras tout simplement mater l'intégralité des rencontres de ta team préférée. Oui, absolument tous les matchs, en direct si tu veux. Et mieux encore, si tu n'es pas un octambule, sache que tout est gardé dans mes archives. Libre à toi donc de mater les matchs quand tu veux, où tu veux, dans les conditions qui t'arrangent, sur ordi, smart TV, smartphone ou tablette. Tu peux même zapper les temps morts ou accélérer si tu les mates en différé. Tu veux quoi de mieux? Eh bien, je vais te dire ce que tu peux trouver d'encore mieux. Avec moi, tu peux même accéder à certains matchs classiques des années d'avant, soigneusement choisis par la NBA. C'est l'occasion parfaite pour revoir Kobe, Michael, Shaq et même certains slam dunk contests de légende. Si toi dans la vie tu fais partie des gens qui au quotidien ont l'habitude de s'ennuyer, t'inquiète, j'ai de quoi t'occuper, et ce pour des années. Et puis allez, faut que je le dise, hein, mes concepteurs sont des génies talentueux et m'ont permis à travers les années de me développer et de devenir un outil ultime de grande qualité. Avec moi, tu auras une image au top et tu pourras choisir d'où viennent tes commentaires. Au choix, les consultants de l'équipe à domicile, ceux de l'équipe visiteuse ou encore ceux de la télé nationale pour les matchs qui y sont diffusés, pour plus d'impartialité. L'ambiance totale américaine est garantie, ça c'est certain. Donc vous l'avez capté, difficile de se considérer comme un fan hardcore NBA si on ne possède pas le League Pass. Alors pour kiffer, mais aussi pour soutenir le 6ème homme et l'aider à convaincre NBA Europe de faire de lui leur ambassadeur sur le long terme, un seul moyen, cliquez sur son lien, c'est important. Ça montrera à tout le monde à quel point vous êtes une commune gueudin, mais vu ce qu'il m'a dit, je n'ai plus aucun doute là-dessus. Et ouais, c'est un truc de fou, s'abonner au League Pass, ça rend juste addict, mais je crois que c'est l'addiction la meilleure du monde. Alors en souscrivant à une offre avec mon lien, non seulement vous allez kiffer, faites-moi confiance, mais en plus de ça, vous soutiendrez la chaîne et vous appuierez mon statut d'ambassadeur NBA. Et celui-là, j'y tiens, je veux le garder. Et cerise sur le gâteau, toujours avec ce lien que vous trouverez en description, la NBA vous offre 7 jours d'essai gratuit pour finir de vous convaincre. Que demande le peuple? Yeah, baby! Faites-vous plaisir et faites-moi plaisir aussi, c'est important. Mais bref, si vous êtes là aujourd'hui, c'est plutôt pour entendre parler de Kevin Durant. Dans la vidéo qui parlait de Sekou Doumbouya, samedi dernier, j'ai décidé de faire un appel à projet, ou plutôt un appel à argument. Tout ça pourquoi? Pour lancer la deuxième vidéo de la playlist sponsorisée par la NBA Change My Mind. Je vous avais demandé de m'écrire un mail qui me convaincrait que KD n'était pas le meilleur joueur de la NBA. Vous avez été très nombreux, et je vous comprends vu la qualité des lots qu'il y avait à gagner. J'annoncerai les noms des 2 gagnants à la toute fin de cette vidéo. Et ouais, watch time, vous connaissez. Mais en attendant ce moment, on va y répondre à cette question. Pour ça, je vais mixer mon avis, mes recherches, vos mails et vos arguments. Tout ça, ça va nous donner un super cocktail. Cela nous permettra de répondre de la façon la plus précise possible à la question qui nous brûle tous les lèvres. Alors c'est parti! Kevin Durant est-il actuellement le meilleur joueur de la NBA? Bon, contrairement à ce que je fais régulièrement, cette fois-ci, je ne vais pas forcément revenir en détail sur le parcours de KD. J'imagine que vous le connaissez. Pour faire bref et vous donner une image, on va quand même vous évoquer son palmarès. Rookie of the Year, 11 fois All-Star, 2 fois MVP du All-Star Game, 1 fois MVP de la saison, 2 fois champion NBA, 2 fois MVP des finales, 9 fois All-NBA, 4 fois meilleur scoreur de la ligue et des moyennes en carrière de 27 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, tout ça avec des pourcentages très propres. Ouais, je pense que rien qu'avec ça, vous commencez à capter quelle bête il est. On peut même ajouter
noter, même si ça ne rentrera pas en considération pour la vidéo d'aujourd'hui, qu'il a été 3 fois champion olympique avec Team USA, et même une fois champion du monde. Vous l'avez compris, son armoire à médailles et à trophées n'est déjà pas loin de déborder. Le souci c'est que malgré tout ça, il a quasiment été toute sa vie considéré comme un second couteau. Numéro 2 de la draft, il a ensuite gagné avec Stephen Curry, considéré comme le numéro 1 des Warriors, avant d'être constamment considéré derrière LeBron James dans le débat du meilleur joueur de la ligue, tout en passant après le King chez Nike aussi, leur sponsor commun. KD, on le sent, en a ras-le-bol de tout ça, surtout que visiblement ce n'est pas un phénomène nouveau. On m'a considéré comme un second toute ma vie, j'étais le 2e meilleur joueur au lycée, j'ai été le 2e choix de la draft, j'ai fini 3 fois 2e dans la course au MVP, et même chez les Warriors, on parlait de moi comme un second. Je n'en peux plus d'être un second, je ne vais pas me satisfaire de ça. Difficile de le contredire, alors qu'il a été MVP des finales en 2017 et en 2018, en écartant à chaque fois LeBron, toujours il était placé derrière lui. On louait les qualités de LeBron pour réussir à accéder au final NBA avec une équipe de peintres, quand en parallèle Kevin Durant gagnait lui, mais constamment on le critiquait parce qu'il avait rejoint une super team pour pouvoir accéder au titre. Mais après ces choses-là, avec du recul, elles peuvent se comprendre quand même, au moins partiellement, même si je ne suis pas là pour juger des avis de chacun, du moins pas pour le moment. Puis le truc, c'est que quand Durant aurait pu vraiment reprendre le flambeau en 2019, il s'est rompu le tendon d'Achille en finale. Cette année-là, les Raptors ont gagné, et l'année suivante, pendant qu'il se remettait, LeBron, lui, a remporté son 4e titre en carrière, en 2020, avec les Lakers. Encore une fois, on ne va pas le cacher, hein, mais en termes de comparaison et en termes de timing, ça pique. Alors la saison passée, enfin remis de sa blessure, sous le maillot des Nets désormais, Durantula est arrivé, le couteau entre les dents. Malgré une saison tronquée en raison d'une blessure à la cuisse notamment, mais aussi du load management, le niveau qu'il a affiché était juste létal. Et même s'il n'a joué que 35 petits matchs dans la saison régulière, cela lui a au moins permis d'arriver en play-off en mode Robocop. Et là, notamment au 2e tour, face aux Bucks, il a fait tout ce que l'on attend d'un gars de son standing. Meilleur exemple pour illustrer, son match 5 à 49 points, 17 rebonds et 10 passes, tout ça à 17 sur 23 au tir pour permettre aux Nets de mener 3-2 dans la série, malgré l'absence de Kyrie Irving sur blessure et un James Harden fortement limité. Si ce jour-là, vous n'avez pas considéré qu'il a porté sa team comme doivent le faire les tout meilleurs, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ce match était juste considéré comme la meilleure performance en post-season de l'histoire du Slim Reaper et peut-être même l'une des meilleures perf en playoff tout court all time. Malheureusement, tout ça, on l'oubliera bien vite. Pourquoi ? Parce que les Bucks, on ne va pas refaire l'histoire, sont finalement repartis à une demi-pointure de chaussure près, vainqueurs de cette série en 7 matchs, ce qui leur a permis de remporter le titre, pendant que Giannis Antetokounmpo, lui, devenait MVP des finales. Encore des histoires de mauvais timing et de malédiction autour de KD, diront certains. Le karma du Snake, diront d'autres. Quoi qu'il en soit, l'an dernier, alors qu'il avait encore une occasion, Durant était obligé de passer au second plan, derrière Antetokounmpo cette fois-ci. Pourtant, encore une fois, avec ses 48 points lors du match 7, il a tout donné, et il était difficile de lui reprocher quoi que ce soit, à part peut-être d'avoir des trop grands panards. Get them stinking toes out of my face, you wretched giant! Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, sur les réseaux sociaux et même dans les bouches de pas mal de journalistes, on commençait à entendre quelque chose de manière plutôt insistante. Celui que l'on pouvait surnommer désormais Berto Grandpied était considéré pour beaucoup comme le tout meilleur joueur de la ligue. Alors est-ce que c'était juste une histoire de culture de l'instant ? Est-ce que c'était mérité ? Est-ce que ça ne l'était pas ? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Mais avant ça, il faut faire un point quand même. Être le meilleur joueur NBA, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien la première chose que l'on peut balancer, c'est que c'est un concept très subjectif, impossible à mathématiser. Tout dépend de la vision et des critères de chacun. Certains privilégieront les statistiques, les palmarès ou les accomplissements personnels, pendant que d'autres mettront plus de valeur aux performances collectives. A contrario, quelques-uns donneront beaucoup d'importance à l'attaque, au tir, au playmaking ou à l'aspect funky, quand d'autres diront que la polyvalence, la régularité, le leadership, le charisme, la défense et l'efficacité sont primordiaux. Alors comment on va faire pour débriefer tout ça ? C'est un sacré chantier, non ? Ces critères de toute façon, il faut tous les prendre en compte à mon avis, mais ce n'est pas pour ça que maintenant qu'on sait ça, le calcul sera plus simple, bien au contraire même. Certains de ces aspects sont impossibles à chiffrer, à rationaliser, sachant qu'en plus de ça, ils ne peuvent pas tous avoir la même valeur, il faudrait donc les pondérer, et là du coup ce serait un sacré taf qui ne voudrait pas dire grand chose. Donc chacun hiérarchise tout ça selon sa propre sensibilité, selon sa propre vision de la NBA, et ça n'a rien d'easy. En fonction de comment on pousse ou on rabaisse chaque curseur, les résultats peuvent changer du tout au tout. Du coup ce que l'on peut dire, c'est qu'à première vue,
vu, KD coche pas mal de cases, mais d'autres points noirs questionnent un peu plus. Alors commençons par étudier ce qui peut laisser penser qu'à l'heure actuelle il est le meilleur joueur en NBA. Du coup, évidemment, ce qui saute aux yeux avant tout le reste, c'est sa variété offensive. Pour faire bref, beaucoup le considèrent comme le scoreur le plus polyvalent all-time, et c'est vrai qu'il y a de ça. Bien sûr, pour illustrer ce propos, on pourrait évoquer ses 4 saisons en tant que meilleur scoreur de la ligue, mais il faut aller plus loin, ça ne fait pas tout. Michael Jordan par exemple a remporté cet honneur à 10 reprises, et pourtant on entend régulièrement dire que Kevin Durant est plus qu'il est dans le domaine. Après il y a discussion, hein, ça c'est sûr et certain, mais peu importe, de toute façon car le débat du jour ne se situe pas là. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'ailier des Nets a une capacité rare à mettre des buckets de partout, dans toutes les positions avec une efficacité phénoménale. Le mec fait quasi 2m10, en d'autres termes il a la taille d'un pivot et présente des qualités d'arrière avec une longueur et une maîtrise des appuis qui le rendent totalement indéfendable. C'est 27 points de moyenne à 54% au tir, 45% à 3 points et 88% au lancer franc l'an passé illustre tout à fait mon propos. Tout ça en plus en étant constamment la cible principale des défenses adverses, franchement vous voulez faire quoi? Trop grand pour les uns, trop vif et trop habile pour les autres, KD peut tout simplement mettre des shoots sur la tête de n'importe qui lorsqu'il prend un coup de chaud. En NBA aujourd'hui je ne vois personne qui possède une panoplie aussi propre et variée, surtout qu'à chaque fois il donne l'impression de pouvoir faire ses stats sans jamais forcer. Créer de la distance avec son vis-à-vis quel qu'il soit, avec des crosses, des feintes ou des step backs semble représenter une qualité complètement innée chez ce joueur, puis lorsqu'il s'élève, son shoot part de tellement haut qu'il en devient complètement incontrable. Je me répète hein, mais face à tout ça, tu veux faire quoi quand tu défends sur lui? Mettre des ballons dans un panier, c'est juste la première chose que l'on demande à un joueur de basket. Alors si votre seul et unique critère se situe ici, vous avez déjà de très bons arguments pour dire que Kevin Durant est le meilleur joueur de la ligue. Même si nous ferons les comparaisons plus tard, il semble posséder beaucoup moins de failles qu'un Giannis Antetokounmpo par exemple dans son jeu offensif. Si l'an dernier, obliger le grec à shooter à 3 points ou à aller sur la ligne des lancers francs pouvait le mettre en difficulté, KD, lui, dans le scoring, ne semble présenter aucune zone d'ombre. Surtout qu'il serait bien hypocrite et bien malhonnête de ne le considérer que comme un scoreur. Tout paraît naturel chez lui et tout ce que l'on attend d'un basketteur sur un terrain, il semble pouvoir le faire avec une facilité déconcertante. Même s'il n'est pas un playmaker élite comme son coéquipier James Harden par exemple, il lit tout de même très bien le jeu, fait souvent les bons choix et peut tout à fait contrôler de A à Z le tempo d'une rencontre serrée. Sa façon d'impacter l'attaque sans jamais interrompre le flow est juste dingue et ça c'est souvent la signature des meilleurs. Il est tout simplement un casse-tête pour tous les coachs adverses et rarement vous le verrez forcer. Quand tu as de tels outils, un tel QI basket et une telle dextérité, le basket, même au plus haut niveau, paraît vraiment simple et ça c'est l'une des vraies forces de Durantula. Cela lui permet d'être bien souvent au rendez-vous lors des matchs décisifs et d'être constamment un gars sur lequel tu peux compter pour conclure un match piège. Il sait comment prendre le dessus sur son vis-à-vis de bien des façons, il est très efficace et son élégance franchement régale. Kebab de poulet. Mais ça, même si ça dépasse le scoring, je le conçois, ça reste de l'attaque, et le basket ne se joue pas que d'un seul côté du terrain. Quand beaucoup de scoreurs élites ont la très désagréable tendance à s'économiser dans les autres compartiments du jeu, il est impossible de dire ça de KD. Bien sûr, dans les autres domaines, il n'est pas aussi dominant qu'en attaque, mais quand même. Ses 7 rebonds en moyenne par match en carrière peuvent représenter un chiffre assez léger aux yeux de certains vu la taille du bonhomme, mais quand l'on voit qu'il peut prendre régulièrement plus de 15 prises dans des matchs primordiaux, ce serait bien malhonnête de dire que c'est une faiblesse. Pour la défense, c'est la même chose. Son physique très fin ne lui permet pas de résister face à certains mammouths dans la peinture et jamais il n'a été élu dans une All Defensive Team. Ça pourrait être rédhibitoire. Cependant, avec une telle longueur, une telle vitesse latérale et une telle science du jeu, il peut switcher sur beaucoup de postes et gêner beaucoup d'adversaires quel que soit leur profil. Il ne faut pas oublier également que dans une équipe comme les Nets qui l'an dernier manquait cruellement d'un intimidateur dans la peinture, il s'est mué comme le principal rim protector. Poser de gros cake, Kevin Durant peut le faire aussi. Bien sûr, il n'est pas un défenseur hors pair, mais il n'est pas non plus un joueur que tu peux te permettre de cibler, il fera toujours le minimum. En d'autres termes, de toute façon, ça semble évident. Sur un terrain de basket, le Slim Reaper semble pouvoir tout faire, avec une propreté, une facilité et une efficacité qui laisse bouche bée. Bon, je crois qu'on commence à en avoir là des arguments, non? KD dans le jeu ne semble avoir aucune faiblesse réelle, et quand tu revendiques le statut de meilleur joueur de la ligue, ça a quand même son importance. Surtout que j'ai pas fini parce que j'aimerais aussi parler de son corps, que beaucoup remettent en question. Moi, ce que je retiens, plutôt que ses blessures, c'est son impressionnante capacité de régénération. Beaucoup s'accordent à dire qu'une rupture du tendon d'Achille est le pire pépin physique qu'un sportif puisse connaître. Mis à part l'ovni athlétique qui était Dominique Wilkins, peu de joueurs peuvent se targuer d'avoir réussi à revenir à leur niveau après être passés sur le billard pour cette raison. Et pourtant, Kevin Durant, après un peu plus d'un an de repos, n'a pas semblé changer, pas du tout. Ou alors si, il a peut-être changé, mais c'est juste pour se transformer en joueur encore plus fort. Parce que ouais, depuis qu'il est revenu à Brooklyn, sur le terrain en tout cas, je trouve qu'il est un gars plus mature, plus réfléchi, plus expérimenté et plus patient. Véritable accro au basket, il a enchaîné
enchaîné les séances vidéo pendant son absence, a bossé, a étudié, a pris du recul, tout en faisant tout le nécessaire pour passer avec succès chacune des étapes de sa rééducation. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'en termes de scoring pur, il ne marquait pas autant que lors de ses meilleures années à OKC. C'est vrai, sauf qu'en parallèle, en enquillant quand même 27 points par match, il n'a jamais shooté avec autant d'efficacité que la saison passée, que ce soit à 2 points ou à 3 points. Qu'est-ce qui est le plus intéressant franchement? La quantité et la qualité. Moi j'ai fait mon choix, surtout qu'en termes d'impact de jeu c'est pareil. On ne va pas revenir encore une fois sur son QI basket et sa prise de décision, mais la saison passée, ses qualités sur le parquet étaient juste flagrantes dans ses secteurs. Tout ça s'est vu notamment en playoff, quand on l'a dit, il a probablement réalisé le match de sa vie. KD a joué comme s'il avait des choses à prouver, comme s'il n'avait jamais été blessé. Dans ce fameux Game 5, le gars a juste passé 48 minutes sur le parquet. Vous vous rendez compte de l'exploit quand on vient de se faire le tendon d'Achille? L'an dernier, qu'on le veuille ou non, nous avions un prime KD que même les blessures n'avaient pas réussi à limiter. Ça aussi non, savoir qu'il est à son climax, ça peut faire un bel argument sur un CV, non? Sauf que, et vous avez très bien su me le dire, dans vos mails, d'autres choses viennent contrebalancer tous ces points. Si on vient de le dire, en termes de niveau de jeu, KD est à son prime, va-t-il pouvoir le rester, ne serait-ce que cette saison? Ses performances en playoff étaient phénoménales, c'est sûr, mais lui avait beaucoup moins de raisons que les autres d'être fatigué. Du coup, tous ces éléments, c'est important, on va les étudier. Mais avant ça, je veux savoir un truc. Vous, là derrière la caméra, êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Matez combien vous êtes là en moyenne à regarder sans follow et imagine comment tout pourrait exploser si chacun cliquait sur ce foutu bouton rouge. Ça prend quelques secondes. On vient de passer les 40K récemment, alors let's go 50 maintenant, non? C'était mon objectif le plus haut quand j'ai lancé la chaîne et ce serait juste dément qu'on l'atteigne un jour. Du coup pour ça... ouais, j'ai besoin de vous, mais bref, revenons à notre cher Kevin Durant. Reposé et économisé tout au long de la saison dernière, le Slim Reaper n'a joué que 35 matchs sur 72 possibles. Si on peut imaginer que le staff des Nets a grandement été prudent avec sa blessure, on peut aussi voir le revers de la médaille. La question se pose, KD est-il encore capable d'être performant sur toute une saison, du début à la fin? L'an dernier, on ne va pas lui en vouloir avec ses bobos à la cuisse, sauf que ne le cachons pas, son retour a traîné, et il est certain que les Nets, eux, ne pensaient qu'au playoff. Ils voulaient avoir un Durant au top de sa forme, quand enfin ça allait compter. On peut les comprendre, hein, pas de soucis, ça a fonctionné. Mais peut-on vraiment être considéré comme le meilleur joueur de la ligue quand on ne joue qu'un seul match sur deux? Pas sûr, hein, je vous rejoins là-dessus. Aurait-il été capable d'évoluer à un tel niveau en playoff s'il était sorti, disons, d'une saison à 65 matchs? On n'en sait rien en vrai, mais la question mérite d'être posée, et c'est normal d'avoir des doutes. Quoi qu'il en soit, et c'est très logique, ces trop nombreuses absences la saison passée l'ont définitivement éloigné de la course au MVP. Pour cette édition du trophée Maurice Podoloff, il n'a eu qu'un petit vote, à la 3e place, ce qui l'a fait terminer 15e. N'est-ce pas trop peu pour un joueur qui est censé être le meilleur de la ligue? Je le répète, je ne vais pas lui reprocher d'avoir été blessé, mais je pense que pour revendiquer ce statut, il faut prouver que l'on peut encore porter une équipe tous les jours, tous les soirs, en saison comme en playoff. Voici maintenant 2 ans que KD n'a pas pu montrer qu'il en était encore en capacité, alors peut-il le faire de nouveau? Peut-il encore tenir une saison de 82 matchs à un niveau exceptionnel? Possible, mais faut-il encore qu'il le montre? C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais je peux tout à fait comprendre ceux qui pensent qu'à 33 ans, il est d'ores et déjà sur la pente descendante. Un joueur qui ne joue qu'un match sur 2, c'est mathématique, aura 2 fois moins de chances d'aider son équipe à gagner qu'un joueur présent tous les soirs. Allez, on enchaîne avec un nouvel argument qui est souvent revenu dans vos mails, son entourage. Lorsqu'il est allé en finale en 2012, à ses côtés il avait Russell Westbrook et James Harden, 2 futurs MVP, et si tout le monde était jeune à cette époque, difficile de dire que Durantula a porté son équipe tout seul jusqu'en finale, et jusqu'à la défaite face aux Heat des Tres Amigos. À Golden State, désolé, mais c'est le même combat. Bien sûr qu'il a fini MVP des finales en 2017 et en 2018, mais peut-on vraiment dire que c'était son équipe lorsque l'on voit que les Warriors sans lui avaient remporté le titre en 2015, puis ont réalisé une saison all-time à 73 wins l'année d'après? Là encore, j'ai un peu de mal à dire qu'en Californie, Durant était le boss. J'offre plutôt ce statut à Stephen Curry, à Chef Curry. Puis allons plus loin encore, que ce soit Curry en 2015, LeBron en 2016, Kawhi en 2019 ou Giannis en 2021, tous ont montré qu'ils pouvaient remporter un titre avec un indiscutable statut de patron dans leur équipe. KD, malgré ses 2 trophées de MVP des finales, ne peut pas revendiquer la même chose avec autant d'évidence que ses congénères. Après c'est dommage, parce que l'an dernier, il aurait potentiellement pu accéder à ce statut avec les pépins physiques qu'ont rencontré James Harden et Kyrie Irving. Mais encore une fois, je suis assez sûr que ça aurait suscité des débats. Les Nets, quoi qu'on en pense, sont une super team, et les haters n'auraient absolument pas hésité à balancer que pour gagner, Durant a besoin d'être entouré de Hall of Famers. Maintenant, ne nous voilons pas non plus la face. Un titre dans un sport collectif, ça ne se gagne jamais seul. Bien sûr que pour aller au bout, il faut être un minimum entouré par des joueurs compétents. Mais attention, James Harden, avant de se blesser l'an dernier, jouait probablement aux Nets le meilleur basket de sa carrière. Ses stats étaient démentes, et son impact sur le jeu, dans un rôle de playmaker, de métronome, était tout bonnement hallucinant. Durant était-il ne serait-ce que le meilleur joueur de
son équipe? Je pense que oui, mais en vrai ça discute fort. De plus, il faut le dire aussi, quand tu es entouré par des talents offensifs comme James Harden et Kyrie Irving, tu es forcément moins ciblé par les défenses adverses que l'étaient des joueurs comme Stephen Curry, Luka Doncic ou même Giannis Antetokounmpo l'an passé. Par contre, je ne veux pas cracher dans la soupe, et je reste persuadé que KD, actuellement, en termes de variété offensive au scoring, n'a pas d'égal dans la ligue. N'empêche que faire des stats devient d'un coup bien plus simple quand dans l'équipe d'en face, on ne peut pas se permettre de constamment te prendre à deux. Après, peu importe au final, car encore une fois, les choses peuvent se voir de deux façons. Quand tu joues avec de tels gars, il faut aussi partager la balle, déléguer les responsabilités et sacrifier des tickets shoot. Cela demande une maturité et une science du jeu que KD possède, et c'est tout à son honneur. Pour être le meilleur, de toute façon, il faut gagner, et pour gagner, il faut être bien entouré dans un sport collectif. L'essentiel est de pouvoir s'adapter au mieux à son supporting cast et d'en tirer un maximum de choses, et ça, a priori, au moins dans certains domaines, le Slim Reaper peut le faire. Cependant, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour être le meilleur, il faut probablement aussi être le patron de façon indiscutable lorsque tu vas au bout. Et en fait, c'est un peu ça qui nous amène à la phase suivante. KD sur un terrain peut jouer avec n'importe qui, je pense, se sublimer et même sublimer les autres. Mais dans le vestiaire, dans l'attitude et le mental, est-il un vrai leader, fédérateur et charismatique? Par leader, j'entends un mec qui rassemble, un mec qui a les bons discours, un mec pour qui tu as envie de te sacrifier, quitte à te prendre une balle dans le derche. Durant fait-il partie de cette caste-là, de ceux qui par leurs paroles, leur attitude et leur discours peuvent emmener tous leurs coéquipiers dans leur sillage? J'ai des doutes. Perso, je le vois plutôt comme un serial killer, un sniper froid et efficace, qui agit seul avant toute chose. Giannis Antetokounmpo l'an dernier a montré qu'il avait ce côté rassembleur, qu'il pouvait en un speech booster toutes ses troupes, en motivant chacun à donner coûte que coûte le meilleur de lui-même, jusqu'aux derniers instants de la guerre. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai jamais vu KD agir de la sorte. Même quand j'avais eu la chance d'être accrédité à Oakland pour un match des Warriors, j'avais été frappé. Alors qu'une certaine camaraderie émanait autour de Stephen Curry, Durant, lui, était à l'autre bout du vestiaire, tout seul, avec son casque, tirant la gueule et regardant dans le vague. C'est peut-être sa manière de se focus, je ne juge pas, mais pour rassembler autour de toi, il y a probablement mieux comme façon de procéder. Maintenant, je comprends que ce ne soit pas donné à tout le monde d'adopter constamment une attitude positive, c'est une question de caractère, et chacun ne peut pas posséder ces traits, pourtant essentiels pour être un leader. Cela dit, je pense que cet aspect doit aussi rentrer dans le débat pour être le meilleur joueur, c'est indispensable. Voilà pourquoi si je devais partir à la guerre avec un mec qui tous les jours saura tirer le meilleur de chacun de ses alliés, je ne sélectionnerai pas KD. Maintenant, ça ne fait pas tout, ce n'est qu'un critère parmi d'autres, mais quand même, je trouvais que c'était important de l'évoquer. Surtout que là, je ne parle même pas de la gestion de son image ou de toutes les gaffes qu'il a faites hors des terrains. Parce qu'en fait, pour moi, tout ça, ça ne représente pas des aspects essentiels dans le débat du jour, mais il serait quand même incomplet de ne pas évoquer ses boulettes, si on peut appeler ça comme ça. Entre ses messages haineux échangés avec Michael Rapaport, ses burner accounts, les propos peu classe qu'il a tenus récemment au sujet des Warriors et de Steve Kerr avec Draymond Green, et j'en passe, difficile de dire qu'il est l'exemple parfait pour ses coéquipiers les plus jeunes notamment. Donc je le répète, ce n'est pas essentiel parce que ça reste très éloigné des parquets. N'empêche que si tu veux être le meilleur joueur, si tu veux être parfait, tu dois être aussi un modèle, et KD ne l'a pas toujours été. Ses comportements imprévisibles et sa communication parfois bancale peuvent faire tâche. Je vais même mettre les pieds dans le plat, il m'arrive à certains moments de penser que le gars s'implique plus pour sa propre legacy que pour celle de l'équipe. Voilà pourquoi il était frustré en début de vidéo, on le disait, d'être toujours numéro 2. Alors pourquoi pas, plutôt que d'attendre plus de ses coéquipiers, lui cherche constamment à élever son niveau de jeu afin de prendre tout le sort d'un match sur ses épaules. C'est fort, mais en NBA, je reste persuadé qu'il est quasi impossible de gagner seul. Là, on en revient à l'entourage encore une fois, mais tout se rejoint finalement. KD est une bête individuelle, mais n'est peut-être pas un team first player. Alors pour gagner, on peut penser que le Slim Reaper, justement, aura besoin de gars autour de lui qui joueront ce rôle de leader à sa place. Et ça, ne le cachons pas, ça le handicape potentiellement dans la course au meilleur joueur. Récemment, il a tout fait pour jouer avec ses potes, et c'est plutôt cool, mine de rien, mais attention aussi à ne pas créer un groupe dans le groupe, c'est ce qui me faisait un petit peu peur du côté de Brooklyn. Maintenant, stop, parce qu'après je m'en rends compte, je suis sacrément sévère avec lui là depuis quelques minutes. Mais après avoir saucé KD comme jamais en début de vidéo, c'est finalement complètement normal de vouloir contrebalancer avec d'autres arguments. Lorsque l'on cherche à savoir qui est le meilleur joueur de la ligue, il faut être exigeant, et chaque petit détail compte. En tout cas, jusque-là, si on fait un bilan global, ça nous fait plutôt une belle jambe. Ok, Durantula est très bon, mais il n'est pas parfait, et qu'il est de toute façon. Est-ce que les failles que l'on a évoquées suffisent pour dire qu'il n'est pas le meilleur joueur de la ligue? J'en sais rien. Du coup, pour avoir une réponse plus précise, je pense que l'essentiel maintenant, c'est d'étudier la concurrence un petit peu. Déjà, histoire d'aller à l'essentiel, sachez que directement, je balaye plein de gars qui pourtant mériteraient d'être évoqués. Pour moi, dans le basket et dans tout sport collectif, tu ne peux pas être le meilleur si tu ne gagnes pas. Donc revendiquer ce statut quand tu n'as pas de bague, ça me paraît très très compliqué. Giannis Antetokounmpo le disait très bien d'ailleurs de son côté, avec son fameux Don't Call Me MVP. Ouais, il refusait d'être considéré comme le
Most Valuable Player tant qu'il n'avait pas gagné de titre, et je trouve ça intéressant. Pour lui, c'était absurde d'être considéré comme le best alors qu'il n'avait jamais été champion, et je trouve que ça a du sens en vrai. Si je peux comprendre que ça se discute en fonction de la sensibilité de chacun et de ce que chacun attend de la NBA, moi je le rejoins de ce côté-là. Du coup, les fans NBA, j'en fais partie, c'est leur quotidien, trouveront toujours des excuses pour défendre leur joueur préféré. Entre Jean-Paul qui est trop mal coaché, Francis qui n'a pas d'assez bons coéquipiers, et Patrick qui n'est pas assez responsabilisé, difficile de démêler le vrai du faux. Alors la seule vérité qui compte, à mes yeux, c'est celle des bagues, bien avant celle des stats. N'est-ce pas l'objectif ultime de tout joueur NBA de remporter des titres? Évidemment que si. Pour moi, c'est simple, on ne peut pas être considéré comme le meilleur tant que ce but ultime n'est pas accompli. Alors désolé, mais bye bye Nikola Jokic et ton récent trophée de MVP, bye bye Joel Embiid et ta domination au poste, bye bye Luka Doncic et ton potentiel de joueur générationnel, bye bye James Harden et ta science offensive, bye bye Damian Lillard et tes coronesses d'acier dans les moments décisifs. Rien n'est définitif pour eux, mais à mon sens, tant qu'ils n'ont pas la bague au doigt, c'est trop tôt pour les faire participer à ce débat. Et tant qu'à faire, je vais également écarter Kawhi Leonard, qui pourtant est titré lui. Ceci dit, avec sa récente rupture des croisés, le fait qu'il manquera au moins une grosse partie de la saison, mais aussi l'inconnu qui règne autour de sa date de retour et le niveau qu'il affichera, je ne pense pas qu'il soit vraiment légitime de s'attarder sur lui. Petit mot sur Anthony Davis aussi, mais on va faire vite parce que pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours LeBron James le patron. Les choses pourraient changer très très vite, dès les semaines prochaines, mais à ce jour-là, jusque-là, tout reste à prouver pour LeBron. Par contre, son coéquipier, le King, parlons-en, parce qu'il a de bons arguments quand même. En termes d'expérience et de QI basket, il est très difficile de rivaliser avec LeBron, et son palmarès, je ne l'évoque même pas. Lui, gagner, même si en parallèle il a dû passer par de nombreux échecs, impliquer ses coéquipiers, se remettre en question et performer, il sait le faire. Dans la discussion à juste titre pour le débat du GOAT, James fait indiscutablement partie des concurrents de KD. En vrai, ça fait presque une décennie que LeBron est, sans quasi aucune contestation possible, assis sur le trône du meilleur joueur de la ligue. Je ne vais pas exposer mes arguments, vous les connaissez tous, et si ce n'est pas le cas, je les ai déjà assez brossés dans beaucoup de vidéos que j'ai publiées depuis la création de ma chaîne. Et puis les haters, vos contre-arguments, je les connais déjà, ça ne me convaincra pas besoin de vous fatiguer. Cependant, il y a une chose, ouvrons les yeux. Alors que LeBron est à l'aube de son 37e anniversaire, le vent pourrait être en train de tourner. Maintenant, attention, parce que juste parler de l'âge, ça peut être un raccourci facile. L'an dernier, avant de se péter, le King était probablement le favori pour remporter son 5e trophée de MVP en carrière, donc les années ne suffisent potentiellement pas pour l'enterrer définitivement. Sauf qu'en parallèle, si on reproche à Kevin Durant d'avoir loupé trop de matchs l'année dernière, il faut faire preuve de la même sévérité avec LeBron. Le Chosen One n'a finalement joué que 10 matchs de plus que Durantula, sauf que lui s'est montré bien moins à son avantage lors des playoffs, finissant éliminé au premier tour pour la première fois de sa carrière, affichant aussi son pire rendement offensif en post-season. Rien que ça permet de créer du doute, même s'il me paraît inconcevable d'écarter définitivement le King des débats, tant sa capacité à rebondir m'a maintes fois surpris. Quoi qu'il en soit, pour LeBron comme pour KD, il y a du pour, mais aussi du contre, c'est indéniable. Vient maintenant Stephen Curry, qui l'an dernier, individuellement, a purement et simplement réalisé sa meilleure saison en carrière, et pour un double MVP, c'est fort. Battant record personnel sur record personnel, il a fait faire des cauchemars à bien des défenses, enchaînant les missiles longue distance comme des perles. Meilleur scoreur de la ligue, Babyface paraissait sur un nuage, semblant à chaque fois shooter dans un cercle aussi grand qu'un océan. Mieux encore, j'ai trouvé par exemple qu'en défense, il avait fait de vrais progrès, faisant tout ce qu'il pouvait pour chaque soir porter ses Warriors aussi loin que possible. Sa réussite était insolente, tandis que sa confiance atteignait des niveaux jamais vus. Exemplaire sûr et en dehors des terrains, il enfile le costume du gendre idéal à la perfection, jouant constamment avec une passion et un sourire contagieux pour ses coéquipiers. Toujours juste dans ses propos en conférence de presse ou sur les réseaux, Curry est d'ores et déjà une légende du basket, c'est sûr. Du coup, bien évidemment qu'avec ses 3 bagues et ses 2 trophées de MVP, il rentre dans la discussion lorsque l'on réfléchit à qui est le meilleur en ce moment. Sa classe et son niveau de jeu lui donnent toutes les chances d'être très haut placé lorsqu'on commence ce débat. Sauf que maintenant, quelque chose me dérange et je suis sûr que vous me voyez venir. Le chef n'a plus fait les playoffs depuis 2019 et perso, je pense que depuis le début de cette vidéo, vous avez compris à quel point les résultats collectifs m'importent. Après, même chose pour lui, rien n'est définitif, c'est clair. Les Warriors s'annoncent hyper compétitifs cette saison et pourraient l'être encore plus à Noël, après le retour de Klay Thompson dans le roster. Curry présente donc de vrais arguments, mais ces 2 dernières saisons, comme on l'a dit, représente des zones d'ombre et il a encore tout à prouver lui aussi pour participer vraiment au débat. C'est compliqué, hein? Alors passons à Giannis Antetokounmpo. Enfin, un sacré client. Le Freak en 3 ans vient de cumuler un titre, 2 trophées de MVP, 1 de MVP des finales, 1 de MVP du All-Star Game et 1 de meilleur défenseur tout en affichant des stats de mammouth, 28 points et 11 rebonds tout en shootant à 57% l'an dernier. En termes de palmarès sur l'histoire récente de la NBA, c'est-à-dire les 3 dernières années, il est indiscutablement au sommet. Rien que ça, moi ça me plaît beaucoup, ça coche clairement beaucoup
beaucoup de cases. Sa densité physique n'a que peu d'égal et l'aide à être élite des deux côtés du terrain, ce que les autres joueurs que l'on a cités jusque-là ne peuvent pas revendiquer. Puis on l'a déjà dit plus tôt, pour ce qui est du leadership, de l'implication de ses coéquipiers et de l'attitude sur et en dehors des parquets, il est quasiment impossible de lui reprocher quoi que ce soit. Le seul truc que je vois, c'est son pétage de plomb dans la bulle sur Mo Wagner. On pourrait mettre tout ça sur le dos du contexte et de l'environnement, mais ça n'explique pas tout. Ce soir-là, il a craqué. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais allez, on a tous droit à l'erreur, donc on lui pardonnera. Cumuler une telle humilité, un tel charisme et un tel mental de tueur, ce n'est pas donné à tout le monde, loin de là. Le mec a été drafté par les Bucks, a toujours décidé d'y rester, ne s'est jamais plaint et a continué à bosser tout en impliquant ses coéquipiers au mieux pour accéder au Graal. Et le truc, c'est qu'on est même en train de se dire qu'il n'a pas encore atteint son prime, c'est effrayant. Sa legacy, il semble vouloir la construire à travers l'équipe, à travers la franchise et non à travers ses exploits personnels. Ça tombe plutôt bien, non? Depuis le début de la vidéo, j'explique que c'est ça que je recherche. Pourtant, encore une fois, sinon ce ne serait pas drôle, j'aimerais apporter quelques limites concernant le Greek Freak. Contrairement à tous les joueurs cités précédemment qui ne semblent posséder que peu de failles dans leur jeu, celle de Giannis semble flagrante. Tourner à 19% à 3 points et 59% relancé lors des playoffs, c'est clairement insuffisant. Les mauvaises langues diraient qu'il suffit de boucher la raquette et de l'envoyer sur la ligne de réparation pour le refroidir littéralement. Et ça, c'est difficile de le nier. Heureusement que lors des derniers playoffs, ses coéquipiers ont mis dedans de loin, justement pour créer des espaces aux Grecs. Sans ça, pas sûr qu'il aurait autant brillé, et pas sûr qu'il aurait la bague au doigt aujourd'hui. Même s'il compense autrement, c'est indéniable, je vous défie de trouver de telles failles dans les jeux offensifs de LeBron, de Curry ou de KD par exemple. Même si c'est sévère, on pourrait dire que malgré son talent exceptionnel, Giannis brille avant tout grâce à un système fait pour lui et autour de lui, en fonction de ses qualités mais aussi de ses défauts. KD, Durant et même Curry ont prouvé qu'ils pouvaient briller dans différentes configurations, Giannis pas encore. Maintenant moi ça me va, tant que ça gagne et que tout le monde est utilisé de la bonne façon, mais cet élément, si on veut être complet, doit être pris en compte lui aussi. Donc voilà, on a toujours l'air très malin avec nos 4 joueurs maintenant qui présentent tous du positif comme du négatif. Comment on fait maintenant? Eh bien j'avoue que vous demandez si KD était le meilleur joueur de la NBA actuellement, c'était une question piège en vrai. Je pense que dans la grande ligue en ce moment on assiste à un changement d'air. Si le trône appartenait indéniablement à LeBron ces dernières années, il n'a jamais été aussi proche, à l'aube de ses 37 ans, de le céder. Mais y a-t-il réellement quelqu'un de légitime pour s'y asseoir actuellement? Pour moi, pour revendiquer la couronne, il faut faire l'unanimité, ou presque, comme le King le faisait récemment. Là c'est compliqué quand même, les fans de shoot plébisciteront Curry, ceux qui veulent de la variété offensive voteront Durant, ceux qui privilégient le QI basket et de l'XP garderont LeBron, et ceux qui vivent dans l'instant auront une préférence pour Giannis. Honnêtement, on fait comment? Là franchement, j'ai l'impression qu'on a plus un groupe de joueurs qui se détachent plutôt qu'un véritable empereur. Donc la réponse à la question du jour, elle est simple, je dirais que c'est non. KD actuellement ne fait pas suffisamment l'unanimité pour être considéré comme le meilleur joueur de la ligue, mais tout comme ses principaux concurrents finalement. Alors c'est facile, avec ce genre de réponse, je ne me mouille pas, mais maintenant je vous vois venir là à me reprocher que j'évite toutes les balles en m'en sortant avec de nouvelles pirouettes. Alors je vais me jeter à l'eau, maintenant, ne vous en faites pas. S'il me semble encore trop tôt aujourd'hui pour dire que Giannis Antetokounmpo mérite à 100% de s'asseoir sur le trône, je pense qu'il est actuellement le plus proche de pouvoir s'emparer de la couronne. En attendant, sans successeur officiel, et donc un peu par défaut, par respect pour son immense carrière, je laisse le statut du King à LeBron. Mais tout ça pourrait très vite changer, et qui sait, en fonction de la saison et des playoffs que nous allons voir bientôt, je pourrais très vite retourner ma veste. Voilà pour ce qui est de Kevin Durant, voilà pour ce qui est de ce deuxième Change My Mind produit en collaboration avec NBA Europe. Vous en avez pensé quoi de votre côté? Et pour vous, même si évidemment tout est subjectif, qui est le meilleur joueur de la ligue? Listez-moi les noms en commentaire, ça m'intéresse à fond de connaître les tendances de la commu. Mais stop le suspense, il est temps de vous annoncer les grands gagnants du concours Change My Mind. Déjà, je voulais tous vous remercier pour vos très nombreuses participations. Encore une fois, j'ai reçu plus d'une centaine de mails, et même si ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai trouvé ça passionnant de tout lire. Je me suis régalé à découvrir tous vos arguments, les plus objectifs comme les plus subjectifs. D'ailleurs, je me suis bien marré de voir comment certains haters ont profité du concours pour se lâcher. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'avec tout ça, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trancher. Alors j'ai fait des présélections, j'ai établi des critères, j'ai même mis des notes, vous me connaissez, j'ai besoin de tout rationaliser, #TeamTableur. Et après tout ça, le mail que j'ai décidé de récompenser, c'est celui d'Antoine de Maect. Désolé si j'ai écorché ton nom, mais bravo à toi. Tu as su faire preuve d'humour, de créativité, d'objectivité,
qualité, de subjectivité aussi, mais également de remise en question. Et j'ai kiffé, franchement, il y avait tout ce que je voulais dans ton mail. C'est donc toi qui as l'honneur de remporter l'abonnement au League Pass. Encore félicitations, je te contacte très vite. Pour le prix du jury, le mail qui m'a le plus surpris, celui qui m'a fait le plus marrer, j'ai eu de très bons candidats aussi. Mais ce petit montage de Liam Poulpo m'a beaucoup plu. Tu gagnes donc les 100 € de bons d'achat sur le NBA Store. Bravo à toi, tu as su faire preuve d'originalité, et ça a changé des attaques sur KD concernant ses grands pieds et sa calvitie. Et ouais, mauvaise idée, la perte de cheveux, fallait pas, moi aussi je suis sensible à ça. En tout cas, Liam, encore félicitations, toi aussi je te contacte dans le week-end. Pour tous les autres, je suis désolé, mais pour le League Pass, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Heureusement, il vous reste toujours mon lien dans la description. Ce sera le meilleur moyen au final de soutenir la chaîne, mais aussi de vous faire l'avis le plus précis possible pour savoir qui est le meilleur joueur de la NBA. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Ou les plus drôles, c'est bien pour le référencement et le sourire. Attention, de toute façon, tous ceux qui ne le feront pas se feront mordre par le Snake. Ouais, Snake, Kevin Durant, je crois que moi aussi je manque d'inspiration aujourd'hui. En tout cas, merci énormément d'être resté jusque là et gros big up à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee. Vous êtes les boss. À très vite. Lukas, stary klub wyszedł. Отлично.